Bonjour tout le monde, et merci d'être ici donc pour la formation concernant la réalisation d'un plan en développement durable. Donc je vais me présenter. Bonjour, je suis donc Alexa Lachaume, chargée au Creux-Laurentides depuis maintenant environ un an. Je m'occupe principalement des projets qui traient à la gestion des matières résiduelles, l'éco-responsabilité, la certification d'événements et un peu tout ce qui est en lien aussi avec les changements climatiques. Donc, je vais laisser ma collègue Mariam se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Mariam, je suis chargée de projet mobilité durable au Creux-Laurentides depuis plus d'un an également. Et je vais être la co-formatrice aujourd'hui dans le cadre de la première séance de cette formation. Juste pour donner un peu un background, moi j'ai un diplôme en urbanisme à l'Université de Montréal et je travaille au Creux-Laurentides à tout ce qui est dossier mobilité durable ou changement climatique, développement durable. Donc, les deux formations qu'on va vous offrir, elles sont conçues pour vous fournir les outils nécessaires à l'élaboration d'un plan d'action donc en développement durable. Donc, on parlera d'un PAED. C'est possible que j'utilise le terme plan d'action ou PAED durant la formation. Aujourd'hui, on va notamment travailler sur la première phase qui est celle de l'analyse. On est consciente, parce qu'on est des formatrices, que chaque organisation n'est pas au même niveau d'éco-responsabilité. Il est important quand même que chaque organisation réalise une analyse approfondie de son plan. Donc cette séance-là, aujourd'hui, elle va vous permettre, peu importe le nombre d'actions que vous faites déjà en éco-responsabilité, de vous assurer qu'aucun aspect n'aura été oublié dans votre analyse. Donc, si je reviens sur cette formation d'aujourd'hui, donc on est dans l'analyse. Cette analyse, donc, elle vous servira à déterminer la vision et les priorités d'action et donc surtout de pouvoir analyser de façon détaillée l'organisation pour pouvoir voir en fait ce que votre organisation possède ou non comme données, les activités qui ont le plus d'impact à l'heure actuelle et ce qui est déjà fait comme action. Concernant la formation 2, nous serons davantage dans la phase de création du plan. Donc là, on est vraiment sur, on va définir les objectifs clairs à atteindre, les actions ainsi que les moyens à mettre en place pour atteindre les priorités et la vision qui vont en fait être préalablement définies dans l'analyse. Donc dans la formation 1 et l'accompagnement qui va suivre. Donc, des actions en fait, qui vont découler. De ces actions, il va y avoir des indicateurs de suivi. Il va également y avoir des partenaires avec qui collaborer. Vous allez pouvoir identifier donc des partenaires avec qui c'est ça, collaborer. Également, il va y avoir des échéanciers. Donc, le travail de définir le plan d'action sera à faire à la suite de cette deuxième formation, donc vraiment dans l'accompagnement personnalisé. Donc votre plan sera complété dans ces grandes lignes et il ne vous restera plus en fait qu'à le finaliser pour ensuite donc passer à l'étape de la mise en œuvre du plan et en fait finir oui et non, mais passer par la suite après avec l'étape de suivi et évaluation. Donc là, c'est une étape en fait qui a des mécanismes mis en place pour suivre les résultats des actions, un suivi permettant d'ajuster les actions en fonction des performances et des retours d'expérience. Et ainsi de suite, en fait, le cercle, il va continuer en fonction d'un nouvel échéancier. Donc, vous allez pouvoir développer un nouvel échéancier et le cercle analyse, plan d'action, mise en œuvre, suivi va se refaire, en fait. Dans un premier temps, en fait, on va donc revoir ce qu'est le développement durable. Je vais présenter, ensuite, je vais aller sur la présentation d'un plan d'action en développement durable. Qu'est-ce que c'est, son utilité, ses avantages, donc à quoi sert-il et comment le construit-on. Donc, dans un premier temps, revenons sur la définition du développement durable. Je pense que parmi tout le monde, parmi vous, il y en a beaucoup qui savent en fait ce qu'est déjà le développement durable, mais un petit rappel est toujours assez important. Donc, le développement durable, c'est un concept, excusez-moi, qui vise à répondre aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc en fait, il s'agit d'un processus qui a pour but de construire les individus en fait, pour les individus et pour la planète, euh, de construire en fait un monde qui va être durable et résilient, où chacun pourrait trouver sa place. Donc le développement durable, il repose vraiment sur une vision à long terme, qui prend en compte aussi bien les dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de développement. Donc aussi, on y ajoute parfois la sphère de la gouvernance ou de la culture. Donc maintenant, on va passer un peu plus concrètement sur le plan d'action en développement durable. Donc, qu'est-ce que c'est? Un plan d'action en développement durable, c'est un cadre stratégique qui vise à intégrer des pratiques durables dans les activités d'une organisation. Donc, ce plan, concrètement, il présente les actions à mener et les moyens, comme on en a parlé un peu plus tôt, qui vont être nécessaires pour atteindre des objectifs de développement durable, qu'ils soient en fait quantitatifs ou qualitatifs, ces objectifs. Donc, l'objectif du plan, c'est de concilier les activités de l'organisation avec des principes du développement durable. En fait, c'est le but de faire ça, c'est de réduire les impacts négatifs de l'organisation sur l'environnement, mais également de promouvoir le bien-être social des employés et de la collectivité. Mais en même temps, cela va faire en sorte qu'on favorise une viabilité économique de l'organisation sur le long terme, car on n'oublie pas la notion en fait de la vision du long terme. Changement de slide. Donc, le plan, donc le plan d'action, il présente vraiment la manière dont l'organisation prévoit d'atteindre ses objectifs en fonction de ses domaines d'activité. Donc, un plan d'action en développement durable, un PADD, doit être capable de s'adapter aux changements organisationnels. C'est-à-dire que si votre organisme change, que les employés changent, lui, le plan, il reste, il demeure. C'est pas, comme c'est une vision sur le long terme, il va rester en place. Les actions vont rester en place. Donc, pour avoir un plan d'action qui guidera réellement les décisions et les politiques de l'organisation, il est essentiel d'obtenir un engagement clair de la direction, car cela témoigne de la volonté de l'organisation à vouloir atteindre les buts qui pourront être fixés. Également, il est important d'impliquer les employés à chaque étape du processus d'élaboration et de réalisation. Pourquoi c'est important d'impliquer les employés? Puis je mets vraiment un point là-dessus parce que dans toutes les étapes du plan, en fait, cette étape est importante car ça permet à chacun et chacune de pouvoir avoir, d'une part, de pouvoir comprendre le plan, sa phase de développement, mais également ce qui le constitue, mais aussi de pouvoir se l'approprier, excusez-moi, de pouvoir se l'approprier. Donc, souvent, ce qu'il est recommandé de faire, c'est de mettre en place un comité qui va inclure la direction et des membres du personnel pour la création et le suivi du plan. Donc, comme on a pu le voir, le contenu d'un plan d'action en développement durable peut couvrir de nombreuses thématiques. Les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies montrent l'éventail de ces possibilités. En fait, il est donc important de cibler ce que l'organisation peut faire. Et en fait, c'est pour cela, justement, on en revient à mon analyse organisationnelle, c'est pour cela qu'on va devoir effectuer une analyse organisationnelle pour cibler les priorités. On va le voir dans quelques instants avec ma collègue Mariam. Donc, maintenant, je vais pouvoir vous présenter les avantages d'un plan d'action développement durable, parce que c'est bien de le présenter, de savoir qu'est-ce qui fait maintenant les avantages. Donc, euh, pour la réalisation d'un plan d'action développement durable, l'organisation, elle énonce clairement son engagement en matière de développement durable. Donc, le plan d'action, lui, il permet d'inclure le développement durable dans la prise de décision, la gouvernance et la culture organisationnelle. Donc, il faut se noter qu'en fait, que sans un plan, si l'organisation n'adopte pas forcément un plan, la bonne volonté, elle est souvent oubliée en raison du manque de temps, des habitudes qui peuvent être déjà bien ancrées, ou du manque de connaissances tout simplement sur les actions à mettre en œuvre. Donc, en définitive, un plan d'action en développement durable est important pour aider, accompagner une organisation à organiser ses actions en développement durable, à coordonner les efforts, mais également à fournir des solutions efficaces aux différents défis qui peuvent être rencontrés. Donc plus concrètement, la mise en place d'un plan d'action en développement durable, ça présente plusieurs avantages pour une organisation, excusez-moi.
aussi bien sur le plan économique, comme attirer de nouveaux clients, fidéliser la clientèle ou attirer et retenir la main-d'œuvre, augmenter l'attractivité pour les partenaires, réduire certains coûts, faciliter l'accès à du financement ou promouvoir l'innovation durable. Également sur le plan social, comme être cohérent avec les valeurs de l'organisation, avoir un impact positif sur la communauté, sensibiliser le public. Excusez-moi. Pardon. Finalement, sur le plan environnemental, ça va permettre en fait de réduire l'empreinte écologique de l'organisation, faire une utilisation durable des ressources et favoriser la protection de la biodiversité. Maintenant que nous avons défini ce qu'est un plan d'action en développement durable, établi ses fondements, euh, et vu un peu son utilité, parler de ses avantages, nous allons pouvoir approfondir un peu plus loin avec l'analyse organisationnelle. C'est une étape importante au développement de ce plan d'action. Parfait, ben merci beaucoup Alexa pour cette belle présentation concernant le premier bloc de cette séance de formation. Nous allons à présent aborder le deuxième bloc de formation qui se concentre sur l'analyse interne de l'organisation. Donc, si tu peux passer à la suivante. Merci. Si on revient rapidement sur le schéma en boucle que nous a présenté Alexa précédemment, il est essentiel de noter que la première étape de l'élaboration du plan d'action en développement durable consiste en une analyse interne. L'analyse interne est une étape importante et cruciale dans la construction de votre plan d'action, car c'est elle qui va permettre d'évaluer l'impact réel de votre organisation sur son environnement en s'appuyant donc sur des données factuelles. L'objectif de cette analyse est d'obtenir un portrait global de la situation actuelle de l'organisation, ce qui va vous permettre de cibler les priorités d'action, définir les objectifs précis à atteindre, qui seront donc par la suite développés, comme l'a mentionné Alexa, dans le cadre de la formation numéro 2. Je vous rappelle également que vous avez normalement accès au Canva pour vous aider à compléter cette analyse interne, donc vous devez normalement l'avoir reçu avant la formation. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à l'ouvrir de votre côté lorsque nous aborderons cette section un peu plus tard. Je peux passer à la seconde, merci. Parfait. Donc, pour ce qui est du gabarit de l'analyse interne, dans cette section, nous allons explorer les 4 grandes étapes qui vont structurer votre analyse interne de votre organisation. La première étant celle concernant les politiques, mesures et données. Donc, dans cette section, nous allons examiner les politiques et les mesures en place, ainsi que les données disponibles afin d'évaluer ce qui est déjà fait par votre organisation. Ensuite, nous allons pouvoir passer à la réflexion interne. Donc, cette étape va vous inviter à avoir une réflexion préliminaire permettant d'établir les bases du futur plan d'action. Donc, vous allez pouvoir déterminer votre vision, quelles sont les valeurs qui vont accompagner votre plan d'action ou guider les actions qui vont se retrouver dans le plan d'action. Par la suite, nous avons la section des cibles et priorités. Donc, dans cette section, vous allez pouvoir définir les cibles à atteindre et les priorités d'action à établir pour guider les prochaines actions. Et finalement, nous allons aborder les paramètres clés à considérer pour la mise en œuvre de votre plan d'action. Donc, cela peut concerner la période de mise en œuvre de votre plan d'action. Est-ce que c'est un plan d'action qui se découle sur un horizon de 5 ans, 6 ans, etc. Les partenaires potentiels à développer dans le cadre de la démarche, etc. Donc là, je vous ai présenté un peu grosso modo les 4 grandes étapes de l'analyse. Nous allons à présent explorer le document d'analyse en tant que tel en le parcourant par bloc. Merci beaucoup, Alexa. Donc, dans la première section, vous remarquerez, c'est la section concernant les politiques et mesures, vous remarquerez que nous avons organisé les informations par thématique. Donc là, vous avez une première thématique, sélection des fournisseurs, d'émissions des GS, etc. Chacune étant accompagnée par des sous-thématiques ou des sujets spécifiques. Donc, pour chaque thématique, nous allons vous demander d'indiquer si votre organisation dispose déjà d'une politique ou d'une action en place, ou des deux. Une petite section également dédiée aux précisions va vous permettre d'ajouter des détails ou des commentaires concernant les politiques ou actions existantes. Par exemple, si vous avez des documents PDF relatifs aux politiques en vigueur ou si vous souhaitez fournir des informations complémentaires, vous pouvez les inclure dans cette section.
Donc, il est essentiel de noter que c'est vraiment une liste exhaustive de thématiques que nous avons sélectionnées, bien évidemment. Ce sont des sujets que nous considérons les plus pertinents en matière de développement durable. Donc, nous sommes conscients que certaines des thématiques peuvent être moins pertinentes selon les réalités de votre organisation. Et donc, il est tout à fait normal si vous n'avez pas des données ou certaines informations sur certains sujets que je vais présenter. Juste gardez en tête que cette liste va vraiment vous servir de base, donc pour vous aider à réfléchir sur ce qui peut être fait facilement plus tard ou à certaines mesures ou politiques que vous souhaiterez rajouter dans votre plan d'action. Super. Donc, la première section, comme je l'ai mentionné, va concerner les politiques et mesures. Donc, dans le cadre de votre engagement envers le développement durable et la responsabilité sociale, nous allons évaluer une série de politiques et d'actions concrètes qui vont refléter de votre volonté à répondre aux enjeux environnementaux et sociaux. Donc, la première thématique étant la sélection des fournisseurs et du matériel. Donc, étant des organismes qui œuvrent dans le domaine de la culture et de l'événementiel, vous avez sans doute des fournisseurs pour le matériel de bureau ou pour les équipements utilisés lors de vos activités. Le premier sujet qu'on va aborder dans cette thématique-là concerne la considération sociale. Donc, nous allons évaluer si vous avez des politiques ou des actions en place qui vont privilégier des fournisseurs respectant des normes de travail équitables, par exemple, ou des fournisseurs qui soutiennent les communautés locales. Est-ce que vous privilégiez des partenariats avec des entreprises locales qui garantissent des conditions de travail équitables, par exemple? Et pour ce qui est de la considération environnementale, nous allons évaluer si vous avez des politiques ou actions en place qui encouragent la sélection des fournisseurs engagés dans des pratiques durables. Pour ce qui est du matériel plus spécifiquement, nous allons évaluer si vous avez une politique ou des mesures qui vont privilégier l'utilisation des matériaux durables. Donc, par exemple, ça peut être l'utilisation des matériaux en vrac, des matériaux recyclables ou de seconde main. Finalement, pour la localisation, nous allons évaluer si vous avez une politique ou des actions qui encouragent la sélection des fournisseurs ou des produits locaux. Donc, ce qui va permettre de réduire votre empreinte carbone qui est liée au transport ou minimiser les distances de livraison. Donc, je vais continuer avec la deuxième thématique qui concerne la diminution des GES. Donc, nous allons dans cette section analyser les politiques ou actions qui sont mises en place, comme je le disais, par votre organisation qui témoignent de vos efforts pour diminuer votre empreinte carbone et les impacts environnementaux qui y sont associés. Donc, là, le premier sujet concerne l'efficacité énergétique. Donc, est-ce que votre organisation a des politiques ou des actions qui visent à réduire la consommation d'énergie ou à promouvoir l'utilisation d'énergie renouvelable? Donc ça peut inclure des initiatives telles que l'adoption de systèmes optimisant la consommation énergétique ou l'utilisation d'appareils à faible consommation, par exemple. Pour ce qui est des sources d'énergie, nous allons évaluer si vous avez des politiques ou actions concernant les sources d'énergie utilisées par votre organisation. Notamment, est-ce que vous encouragez l'utilisation d'énergies renouvelables plutôt que des énergies fossiles? La gestion des matières résiduelles, donc ça c'est vraiment un sujet crucial qui permet donc de minimiser la production de déchets. Donc, ça peut inclure tout ce qui est mesures ou actions mises en place, donc un système de tri des déchets ou des stratégies d'affichage qui vont permettre de sensibiliser le personnel pour leur tri de déchets. Pour ce qui est de la réduction à la source des déchets, nous allons nous intéresser sur donc tout ce qui pourrait être mis en place concernant des programmes de réutilisation, des programmes de recyclage ou des pratiques d'approvisionnement qui vont favoriser des produits durables et des emballages réduits, par exemple. Donc, pour ce qui est de la gestion des surplus alimentaires, Alexa, je pense que tu es allée un peu trop vite. Ah, c'est bon, parfait, super. Donc, dans le cadre de vos événements, vous travaillez probablement avec des traiteurs alimentaires. Donc, il est donc important d'évaluer si vous avez des politiques ou actions, encore une fois, en place qui vont concerner la gestion des surplus alimentaires qui sont générés. Donc ça peut être des initiatives telles que le compostage, la redistribution des surplus alimentaires via des partenariats avec des banques alimentaires, des frigos communautaires, etc., qui va permettre de minimiser donc le gaspillage alimentaire. Pour ce qui est de la mobilité durable, en tant qu'organisation, vous êtes inévitablement concerné par les déplacements professionnels.
Donc, il est important d'évaluer si vous avez des politiques ou mesures qui vont promouvoir des modes de transport plus durables, tant pour les trajets travail-domicile que pour les déplacements dans le cadre professionnel. Donc ça peut inclure la promotion du covoiturage entre employés, par exemple, la mise en place d'une plateforme de covoiturage au sein de l'organisation ou encore des incitatifs qui vont encourager l'utilisation des transports actifs ou collectifs. Donc, équipement de manutention et équipements lourds. Pour les organisations qui utilisent des équipements lourds, par exemple, il est essentiel d'évaluer si vous avez des politiques ou actions qui sont en place qui vont encourager l'utilisation d'équipements à faible consommation d'énergie ou des équipements électriques, par exemple. Un exemple d'initiative ou d'action pourrait être donc des formations sur l'utilisation efficace de ces équipements-là qui va permettre de minimiser les pertes en énergie. Finalement, excusez-moi, pour ce qui est de la sobriété numérique, nous allons examiner donc tout ce qui est politique ou mesures visant à minimiser l'empreinte écologique des outils numériques et des services en ligne. Donc, par exemple, à travers l'optimisation des serveurs ou un meilleur stockage des données. Sinon, je vais passer maintenant à la thématique de compensation des GES. Donc, cette section va vraiment concerner spécifiquement les émissions qui n'ont pas pu être réduites donc, par vos actions précédentes. Tout d'abord, il est essentiel de déterminer si vous disposez disposez de politiques ou actions relatives à la compensation des GES qui sont générées par votre organisation. Donc, ça peut inclure, par exemple, les GES en lien avec les matières résiduelles, la consommation énergétique de votre organisation, etc. Puis, la compensation des GES liés aux déplacements. Donc, que ce soit les déplacements domicile-travail ou les déplacements dans le cadre professionnel. Je tiens à préciser, donc ici, vous avez compensation simple ou double. Donc, le terme compensation simple ou double fait simplement référence à si vous choisissez de compenser une fois vos GES ou doublement vos GES, dans ce cas spécifiquement, dans le but de prévenir. Donc là, on va passer à ce qui est gestion des ressources humaines. Donc, pour cette thématique-là, vraiment, ça va être tout ce qui est santé, bien-être de vos employés, l'égalité des genres, l'inclusion et la diversité. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir indiquer si vous avez des politiques ou mesures en place pour promouvoir la santé mentale et physique de vos employés. Donc, ça peut inclure des actions pour le bien-être au travail, des programmes de bien-être au travail, des séances de yoga, etc., des bilans de santé annuels ou d'autres initiatives similaires. Pour ce qui est de l'égalité des genres, est-ce que vous encouragez à travers une politique ou des actions l'égalité des genres au sein de votre entreprise? Avez-vous par exemple mis en place des mesures spécifiques pour favoriser l'égalité dans vos pratiques? Puis finalement, est-ce que vous portez une attention particulière envers la diversité et l'inclusion dans le système de recrutement et dans la gestion des ressources humaines? Donc, ça peut être des politiques visant à garantir que tous les employés de votre organisation se sentent valorisés et inclus. Pour ce qui est de la gouvernance et la communication, donc ces deux éléments-là sont vraiment essentiels, comme l'a un peu abordé Alexa en début de présentation, car ils vont pouvoir assurer l'engagement de la direction en matière de développement durable et ainsi garantir la mise en œuvre efficace des initiatives environnementales déployées au sein de l'organisation. Tout d'abord, vous allez pouvoir évaluer si vous avez peut-être un comité environnemental qui est en place ou une équipe qui est déjà en place qui va traiter de tout ce qui est question de durabilité ou de gestion environnementale au sein de l'organisation. Ensuite, vous allez pouvoir identifier s'il y a des politiques ou des actions en place pour sensibiliser vos employés face aux mesures environnementales. Donc ça peut se traduire par des bulletins d'information qui sont réguliers, qui sont envoyés de manière régulière, qui vont partager les avancées, les meilleures pratiques en matière de développement durable, par exemple. Et est-ce que vous avez une politique ou des actions qui vont être centrées sur la sensibilisation des partenaires externes? Donc, pour ce qui est de vos diverses parties prenantes, est-ce que vous avez des initiatives qui va renforcer le partage des résultats en termes de développement durable avec eux autres ou la publication de rapports en développement durable qui vont témoigner de vos efforts auprès de ces parties prenantes. Donc, je vais pouvoir poursuivre pour ce qui est des impacts environnementaux.
Donc, pour ce sujet-là, vous allez ici évaluer donc tout ce qui est donc 2 domaines clés. Tout ce qui est en lien avec l'économie d'eau. Donc, est-ce que vous avez des actions déjà dans votre organisation qui va, concerner l'économie d'eau, pardon, dans le cadre de vos opérations? Parce que bien évidemment, la gestion de l'eau est importante pour réduire votre impact environnemental. Puis finalement, est-ce que vous avez une considération qui est portée sur les espaces naturels, donc à proximité de soit de votre organisation ou lors des activités et événements dans le cadre de vos opérations? Je vais maintenant passer à travers le dernier bloc, donc juste avant la pause. On va se prendre une petite pause juste après. Donc concernant l'impact sur la communauté. Donc, ici, vous allez pouvoir déterminer si vous avez des actions déjà entreprises ou une politique dans votre organisation qui va encourager, donc, dans un premier temps, des partenariats locaux, donc, qui peut se faire à travers des organismes, etc., dans votre région. Ou est-ce que vous avez une attention particulière qui est portée sur le voisinage, donc lors de vos activités ou de vos événements. Donc plus spécifiquement, quand on parle d'une attention au voisinage, ça peut être lié aux nuisances sonores, aux nuisances visuelles, etc., dans le cadre de vos événements ou de vos activités. Donc ça fait le tour de la première partie du bloc A, de l'analyse interne. Donc, on va pouvoir poursuivre pour ce qui est donc du bloc 2 de la formation, encore une fois, concernant l'analyse interne. Donc, on va finaliser la première étape, donc la section A. Donc, ça, parfait, c'est bon, on est sur la bonne section. Donc, cette section vraiment va concerner tout ce qui est données relatives à vos émissions de GES. Pourquoi est-ce qu'on va aller chercher ces informations? Parce que comprendre les émissions de GES est vraiment crucial pour pouvoir vous aider à élaborer des stratégies de réduction efficaces et pour faire face aux enjeux environnementaux actuels. Donc ici, nous allons explorer deux questions essentielles. La première étant votre bilan GES complet. Donc, si vous possédez déjà un bilan GES complet qui englobe notamment toutes les émissions produites par votre organisation, ça va permettre vraiment d'avoir un portrait global de l'impact environnemental de votre organisation. Pour certains, vous pouvez aussi, vous avez peut-être aussi des données plus spécifiques donc, concernant certaines de vos activités. Donc, ça peut être par exemple des données sur vos déplacements, la consommation d'énergie, etc. Ensuite, on va également évaluer tout ce qui est données concernant les matières résiduelles. Donc, ça va vraiment permettre d'avoir un portrait de vos matières résiduelles. Déjà, premièrement, déterminer, donc, avoir un portrait de l'ensemble des déchets que vous produisez, les types de déchets que vous produisez, l'ensemble des déchets que vous produisez, et également leurs sources, et les types de déchets que vous produisez. Est-ce que vous produisez en grande partie de la matière organique? Donc là, ça peut être un indicateur que il serait pertinent de mettre en place des mesures de compostage, par exemple. Est-ce que c'est des matières recyclables, des matières dangereuses, etc., que vous générez? Donc, vous allez pouvoir vous pencher sur ce sujet-là. Puis ensuite, la quantité de déchets que vous produisez. Vous allez pouvoir ici analyser les volumes de déchets, si vous ne l'avez pas, bien évidemment, les volumes de déchets que vous générez pour évaluer la quantité de matière résiduelle qui pourrait être détournée de l'enfouissement. Donc, puis finalement, les moyens de réduction et de valorisation. Est-ce que vous êtes à l'affût des différentes méthodes qui sont disponibles pour réduire vos déchets ou valoriser les déchets qui sont émis? Parfait, super. Donc là, on va passer à la section B. Maintenant que vous avez établi un portrait global de ce qui est déjà en place, que vous avez identifié avec les deux tableaux, les données que vous avez ou pas, ou celles que vous devez aller acquérir, concernant les GES et la gestion des matières résiduelles, vous allez pouvoir maintenant vous concentrer sur les éléments clés
donc à considérer dans l'élaboration de votre plan d'action. Donc, premièrement, vous allez pouvoir identifier la vision et les valeurs qui vont guider le plan d'action. Donc, il est essentiel de définir une vision claire ainsi que des valeurs qui vont orienter le futur plan d'action. Cette étape est essentielle car elle va permettre d'assurer que toutes vos actions soient cohérentes et alignées avec votre vision, donc avec la vision de l'organisation. Donc, vous pouvez penser à des valeurs telles que la durabilité, l'innovation ou la responsabilité sociale, par exemple. Juste pour vous donner une idée là, de vision, on pourrait dire qu'un exemple de vision serait que sur un horizon de 5 ans, par exemple, que le théâtre Le Patriote s'engage à devenir un modèle en matière de gestion responsable des déchets. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous donner un peu une idée en termes de vision à mettre en place. Puis, qu'est-ce qui pourrait être fait facilement? Qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre facilement? Vous allez pouvoir identifier ici, réfléchir aussi à des actions qui peuvent être mises en place rapidement et efficacement. Donc, ça peut inclure des initiatives qui vont avoir un faible coût ou des modifications qui ont des processus assez simples, en lien bien évidemment avec les thématiques que je vous ai présentées dans le tableau. Donc, vous allez pouvoir aller piocher, si vous voulez, certaines thématiques, puis identifier celles qui pourraient être facilement faites. Ça peut être concernant la gestion de vos matières résiduelles. Si vous pensez que ça serait assez rapide ou facile de mettre en œuvre des systèmes de tri s'il n'y en a pas présentement, des systèmes d'affichage pour sensibiliser, etc. Donc ça pourrait être une action que vous pouvez inclure dans cette section. Ou par exemple, concernant l'économie en eau. Ça peut être encore une fois, des affichages pour sensibiliser à l'économie en eau, dans les espaces dans les toilettes, par exemple, ou dans la cafétéria, etc. Ou sinon, ça peut être aussi concernant la sensibilisation de vos employés. Donc, si vous avez des mesures qui peuvent être assez facilement être mises en place, par exemple des courriels, une équipe qui va être dédiée à transmettre des informations sensibilisant le personnel, etc. Puis, quelles données, vous allez aussi vous pencher sur quelles données vous allez devoir aller chercher. Donc, toujours en référence avec ce qu'on a mentionné depuis le début, certaines données que vous n'avez pas ou que vous trouvez pertinentes, vous allez pouvoir aller réfléchir sur ces données-là, comment les acquérir, etc. Donc ça va plus spécifiquement, juste pour préciser, ça va plus spécifiquement concerner les GES et la gestion des matières résiduelles. Donc, est-ce que vous pensez que c'est important pour la suite de votre plan d'action d'aller chercher donc, les données sur les types de déchets que vous produisez? Est-ce que vous pensez pertinent d'aller chercher les données sur, je ne sais pas, sur la quantité, le volume de déchets qui est produit, etc. Donc, vous allez pouvoir avoir une réflexion de cette partie-là, ici dans cette section. Puis, finalement, si vous avez autre chose, donc vous pouvez aussi penser à d'autres éléments qui pourraient influencer votre plan d'action. Ça peut être en lien avec des attentes de vos parties prenantes ou d'autres informations pertinentes à considérer Ben, dans peut-être, le plan Mariam, d'action. dans le autre, justement, Mhm, tu sais, la question précédente, c'est est-ce qu'il vous manque des données? mhm, Mais en fait, ces données-là sont importantes pour voir les actions qui ont le plus d'impact, qui sont le plus efficaces pour notre organisation. Donc, mhm. s'il nous manque des informations pour ça, ben, c'est important d'aller chercher cette information-là. Mais si vous l'avez déjà dans autre, ça pourrait être si vous savez au niveau des GES où vous émettez le plus. Si vous savez au niveau de vos matières résiduelles où vous avez un travail qui pourrait être fait en ayant beaucoup d'impact, parce que vous avez les données, vous avez votre bilan. Ben dans autres, ça pourrait vraiment être pertinent de nommer c'est où ces endroits-là où vous pourriez agir en ayant le plus d'impact. Puis si vous ne les avez pas, ben là, on va travailler à les acquérir pour que dans votre prochaine mise à jour, vous puissiez les inclure. Donc, je vais passer à l'étape C de l'analyse qui va concerner les cibles et priorités. Donc, maintenant que nous avons identifié les actions à mettre en place, les données manquantes et qui seraient importantes d'aller acquérir, vous pourrez déterminer donc les priorités qui vont orienter votre plan d'action. Donc, ici, on vous suggère de vous limiter à 4 ou 5 priorités maximales
Donc, vous pouvez réfléchir à certaines actions, par exemple, qui, selon vous, auraient un plus grand impact pour votre organisation, ou certaines initiatives que vous souhaitez privilégier pour aligner vos efforts avec votre vision ou vos valeurs, par exemple. Donc, ça va également faire un point avec les paramètres à définir des paramètres à définir pour le plan, pardon. Donc, toutes ces informations-là qu'on vient de mentionner, en y réfléchissant, vous allez pouvoir déterminer est-ce que pour mettre en place toutes ces actions-là, est-ce que vous avez un nombre d'heures qui est alloué pour la réalisation du plan. Alexa, si tu peux juste descendre un petit peu. Parfait. Donc, dans la section concernant l'estimation du budget des ressources, est-ce que pour mettre en œuvre tout ce qu'on vient de mentionner, vous avez un nombre d'heures ou pensez à un nombre d'heures qui serait nécessaire pour l'élaboration et à la mise en œuvre du plan. Donc, ça peut comprendre tout ce qui est temps de préparation, les temps de réunion, les temps d'exécution des tâches, etc. Et est-ce que vous pouvez préciser si vous avez un budget qui est déjà disponible pour le projet, pour la mise en œuvre du plan d'action. Ce budget-là va bien évidemment tenir en compte tous les coûts qui sont liés aux actions que nous avons identifiées. Puis, est-ce que vous avez des personnes, une équipe ou des employés qui sont attitrés à l'exécution de ces tâches-là? Vous pouvez ici réfléchir ou identifier certains membres de votre équipe au sein de votre organisation qui vont être chargés de faire le suivi du plan. Donc ça va vraiment permettre de garantir que chaque membre connaisse son rôle et qu'il soit au courant des attentes en termes des différentes actions qui sont identifiées. Puis ensuite, la période de mise en œuvre. Donc, la période de mise en œuvre, c'est vraiment tout ce qui va guider votre plan d'action. Donc, c'est la durée durant laquelle votre plan d'action va s'établir. Donc, c'est vraiment le calendrier précis. Donc, cette période de mise en œuvre va assurer donc, le suivi. Est-ce qu'on est dans les temps? Est-ce que vous respectez les objectifs à chaque étape du plan d'action, dépendamment de sa longueur ou de sa durée, pardon. Puis finalement, les partenaires potentiels. Donc, pour les partenaires potentiels, ça c'est vraiment, nous on a voulu vous mettre c'est une sorte de banque des ressources. Donc, vous allez pouvoir réfléchir au sein de votre communauté, est-ce qu'il y a des partenaires avec lesquels vous désirez collaborer, qui vont également contribuer à la démarche de la mise en œuvre de votre plan d'action. Donc ça peut inclure tout ce qui est, ça peut être des organisations non gouvernementales, des entreprises locales ou d'autres acteurs qui sont dans votre région. Donc si je prends un exemple, ça peut être si vous désirez, comme l'a mentionné Anne-Sophie, compenser les GES, quels seraient les partenaires que vous voulez collaborer avec pour mettre en œuvre cette action et quel serait le rôle? Est-ce que c'est une compensation, comme elle a dit, soit avec la plantation d'arbres, etc. Ou ça peut être aussi des partenaires avec les surplus alimentaires. Est-ce que vous voulez développer des collaborations avec des banques alimentaires, des frigos communautaires pour, dans ce temps-là, limiter le gaspillage alimentaire de tout ce qui ressort de vos activités et événements. Donc, eux, ils vont pouvoir en bénéficier également. C'est vraiment, on nous a mis quelques sections là. Vous pouvez rajouter des partenaires besoins et indiquer également leur rôle potentiel.